Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le Starship de SpaceX nous promet un spectacle très attendu pour la fin d'année, si on a un peu de chance avec l'évaluation environnementale. Dans l'immédiat, le vaisseau de SpaceX doit déjà montrer qu'il est capable d'aller en orbite, puis sur la Lune. C'est le pari qu'a fait la NASA en 2021. Mais n'oublions pas pour autant la vision originale de l'entreprise californienne. Les choix de réutilisation complète, de ravitaillement en orbite, d'une charge utile énorme et d'une motorisation au méthane ont été faits pour répondre à une contrainte en particulier, le voyage vers Mars, si ce n'est même la colonisation de Mars. Quelles que soient les avancées auxquelles on assistera ou pas dans quelques mois, cette perspective reste très lointaine. SpaceX et son dirigeant aiment nous abreuver de calendriers ultra agressifs, mais même eux doivent bien se rendre compte qu'ils sont encore à des années-lumière de pouvoir faire voyager des humains jusqu'à la planète rouge. Il reste que le projet est là, et qui sait, il sera peut-être bel et bien mis en œuvre d'ici quelques années ou décennies. On est alors tenté de se pencher sur un problème que SpaceX a pour le moment grossièrement survolé. Celui des infrastructures qui vont devoir entourer le Starship martien, et notamment celles qui devront être déployées sur la planète rouge. Ce sont donc sur les usines, les centrales électriques et autres cellules d'électrolyse que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Voilà quelques semaines, la NASA a mis fin à l'expérience MOXIE embarquée sur le rover Perseverance. Il s'agissait d'un dispositif servant à extraire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, principalement constituée de dioxyde de carbone. En tout, MOXIE a pu produire 122 grammes du précieux gaz, de quoi faire respirer un humain en repos pendant 2 heures. MOXIE a fonctionné de manière discontinue. L'expérience avait besoin de 300 watts de puissance pour être mise en route. Le RTG de Perseverance n'offrant que 100 watts, il fallait compter sur des batteries et une utilisation parcimonieuse. Si MOXIE avait pu être utilisé sans limite de puissance, il aurait pu produire en continu 12 grammes d'oxygène par heure. L'oxygène est un des 2 gaz dont le Starship a besoin pour voler, le second étant le méthane. L'ambition de SpaceX est de produire ces 2 gaz directement sur Mars, ce qui permettrait aux voyageurs de faire le plein pour leur voyage retour vers la Terre. Pour remplir les réservoirs du vaisseau de SpaceX, il faudra probablement autour de 900 tonnes d'oxygène et 300 tonnes de méthane. Voilà un premier chiffre qu'on peut comparer à la production de MOXIE. L'expérience embarquée sur Perseverance aurait eu besoin de 8500 ans en fonctionnement continu pour produire 900 tonnes d'oxygène. Avec les centaines de vaisseaux dont SpaceX nous parle, ça fait une sacrée queue à la pompe. Bien évidemment, SpaceX ne compte pas sur MOXIE pour remplir ses Starships. On peut cependant déjà se faire une bonne idée des ordres de grandeur en jeu. Prenons un premier objectif simple, faire le plein d'oxygène d'un unique Starship en moins de 2 ans. 2 ans étant ici la période approximative qui sépare 2 fenêtres de tir vers Mars. On pourrait ainsi imaginer lancer l'usine et la faire produire et stocker pendant 2 ans jusqu'à ce que l'équipage arrive avec la fenêtre suivante. À ce rythme, pour tenir les délais, il faut produire environ 1 tonne d'oxygène par jour, soit 50 kg par heure. Il nous faudrait donc un peu plus de 4000 MOXIE travaillant en parallèle, avec une puissance disponible de 1,2 MW pour tenir les délais. La source d'électricité est ici primordiale. S'il faut compter sur des panneaux solaires, la production serait interrompue par la nuit et les tempêtes de poussière. Un panneau solaire reçoit par ailleurs moins d'ensoleillement au niveau de Mars qu'au niveau de la Terre, environ 2 fois moins. Il faudrait ainsi installer une surface se comptant en dizaines de milliers de mètres carrés de panneaux solaires pour remplir la tâche. Le chiffre exact est assez difficile à estimer, mais on est dans ces ordres de grandeur. C'est probablement une des plus grosses difficultés du projet, et cela aurait tendance à nous orienter vers une autre piste. « 1,2 MW pour un petit réacteur nucléaire, ce n'est pas grand-chose. De nombreux pays et entreprises travaillent sur des SMR, des mini-réacteurs pouvant produire une puissance se comptant en dizaines ou centaines de mégawatts.
Il n'aurait donc aucun mal à remplir un Starship en moins de 2 ans, au moins pour la partie oxygène. La NASA semble être de moins en moins timide avec les applications nucléaires spatiales. La Chine annonce déjà travailler sur un réacteur d'1 MW pour ses futures missions d'exploration du système solaire. Si on souhaite prendre le projet de SpaceX au sérieux, c'est probablement l'option qu'il faut privilégier. Les panneaux solaires pourraient également rester sur la table via des calculs plus optimistes. Le Starship n'aurait pas forcément besoin d'être rempli à ras-bord. On pourrait même envisager un autre vaisseau. Au JPL, on estime ainsi qu'il suffirait de 25 tonnes d'oxygène et 7 tonnes de carburant pour ramener 4 astronautes jusqu'à l'orbite martienne, mais pas en Starship. Moxie peut également être amélioré, même ses concepteurs pensent qu'il devrait être possible d'obtenir un meilleur rendement. S'il faut moins d'oxygène et que celui-ci est plus facile à produire, alors on peut peut-être parler en milliers de mètres carrés de panneaux solaires, ce qui reste conséquent, mais plus faisable. L'autre partie de l'équation, c'est le méthane. Il en faut moins, mais potentiellement jusqu'à 300 tonnes si on veut partir réservoir plein. Pour en produire, SpaceX doit à la fois capturer du CO2 dans l'atmosphère et de l'eau dans le sous-sol. Il devient alors possible de produire du méthane et de l'oxygène via un processus nommé la réaction de Sabatier. SpaceX propose de produire son oxygène et son méthane via un processus en apparence simple qui nous est présenté ici. Via électrolyse et réaction de Sabatier, il devient ainsi possible d'obtenir 2 molécules de dioxygène et une de méthane, pour une molécule de dioxyde de carbone et 2 d'eau en entrée. Le processus est optimisé mais reste très énergivore. On peut se livrer au même type de calcul qu'on a fait avec Moxie. Pour gagner un peu de temps, je vous mets sous les yeux ceux qui ont été faits par le site Marspedia. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'évaluations qui pourraient tomber assez loin de la réalité. Je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous voulez absorber tous les détails. On va aller directement à l'essentiel avec la facture énergétique. Pour fonctionner, le système a ici besoin de cellules d'électrolyse consommant 1,25 MW. Elles représentent la plus grosse consommation du dispositif. Différents compresseurs et systèmes de refroidissement viennent s'y ajouter. L'auteur de ce schéma évalue les besoins énergétiques de l'opération à 13 000 kWh par jour, ce qui correspondrait à 13 000 m² de panneaux solaires. Cette estimation nous paraît optimiste car elle ne prend pas en compte les opérations de déploiement ou de minage. S'il faut 3 mois pour mettre le système en place, la production doit se faire en 1 an et 9 mois. Et toutes les cibles doivent donc être revues à la hausse. L'eau n'arrive par ailleurs pas pure et toute prête dans les cellules d'électrolyse. Il faut la miner et retirer ses impuretés. Impossible de faire une évaluation de ce côté puisqu'on ne connaît pas vraiment l'état de l'eau dans les sous-sols martiens. L'alimentation par panneaux solaires exige par ailleurs des batteries qui ne sont pas incluses ici. Le réservoir d'oxygène par exemple doit être refroidi en continu, y compris la nuit quand le soleil ne brille pas. Pour toutes ces raisons, l'énergie nucléaire reste à notre sens la seule qui ait une chance de rendre l'aventure possible. Les panneaux solaires peuvent fonctionner, mais il faut beaucoup surdimensionner et prier pour qu'il n'y ait pas trop de tempêtes de poussière. Il existe très probablement des calculs bien plus précis dans les bureaux d'études de SpaceX. Malheureusement, ces derniers ne sont pas publics. La fabrication et le stockage d'ergols ne sont qu'une partie des infrastructures nécessaires au voyage martien. On n'a ainsi pas parlé d'habitat, de production de nourriture ou de moyens d'exploration. Pour que la vision de SpaceX sur Mars puisse se réaliser, il faut déployer des centaines de tonnes de matériel par Starship dont on espère le retour. La charge utile d'un Starship se limitant à une centaine de tonnes, il faudrait probablement en envoyer 3 ou 4 pour en faire revenir un, du moins au début. À plus long terme, ces infrastructures pourraient bien évidemment être réutilisées par les missions suivantes. Si on parle d'envoyer plusieurs centaines de Starships habités vers la planète rouge, alors il faut tout passer à l'échelle. Ce sont probablement des dizaines de milliers de tonnes de matériel qui devraient être envoyées depuis la Terre. Les productions locales auraient aussi intérêt à se multiplier. En plus des ergols et de la nourriture, une colonie martienne devrait finir par fabriquer ses propres matériaux de construction, voire exploiter ses propres mines et usines. L'indépendance par rapport à la Terre paraît en revanche impossible, même avec 1 demi-million d'habitants sur Mars. Imaginez si le Luxembourg devait se débrouiller seul sur Terre, sans le pétrole des pays du Nord, les semi-conducteurs d'Asie ou les véhicules produits par ses voisins européens. Une colonie martienne serait face à la même problématique, mais avec des dizaines de millions de kilomètres dans sa chaîne import-export.
Un Starship sur Mars est un problème complexe mais soluble. Il y a ainsi une chance non nulle qu'on voit l'aventure se produire de notre vivant. Une colonie martienne paraît en revanche plus difficile à imaginer, même sur le très long terme. Mais qui sait, l'avenir est souvent impossible à prédire, et des vidéo-archéologues martiens pourront peut-être un jour ricaner devant cette vidéo. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 8 octobre à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.